Alors, bonjour à tous. Oui, c'est une présentation que je vais faire avec Cédric. Donc, je vais me présenter rapidement et Cédric aussi. Puis après, je vais vous présenter ma partie. Après, Cédric présentera sa partie. Donc, je m'appelle Chris Esson. Bon, c'est un pseudo, un surnom de ville complotiste je suis plus connu donc, sous ce nom. J'ai un site aussi, une chaîne internet, Chris Esson, Science Interdite. Je suis ingénieur et à l'origine, ce qui m'a intéressé, c'est d'abord le phénomène OVNI. Donc, ce qui m'a intéressé, c'était d'abord comprendre le phénomène OVNI et la physique qui est derrière et comprendre les phénomènes inexpliqués. Et vous allez voir où ça m'a amené. Voilà, et j'en suis. Je viendrai après. Je vous parlerai aussi. J'organise du coup une conférence aussi cet été avec une personne qui est là dans la salle, qui s'appelle. Donc la personne avec qui j'organise ces conférences s'appelle Agnès Leray. Donc les conférences que j'organise, c'est les rencontres galactiques. Là, elles qui sont vraiment ciblées sur l'explication du phénomène OVNI, les technologies qui sont cachées derrière. Mais ça m'a amené aussi sur la découverte de ce nouveau type d'énergie qui s'appelle le FRIL. Et donc je vais vous expliquer la découverte ou comment on a reçu ces informations. Et je vais donner la parole quelques minutes à Cédric pour ce qui se présente aussi. Ok. Alors moi, j'ai prévu de me présenter juste après sur ma partie. Bon, allez, je vais le faire là. Voilà. Donc, je suis ingénieur designer de formation. Voilà. Donc, j'ai travaillé, on va dire, pendant une vingtaine d'années dans le digital, dans la recherche et l'enseignement. Et donc là, je me suis intéressé... ça fait déjà quelques années que je m'intéresse, on va dire, aux choses un petit peu complotistes. Donc mon nom, Cédric Reynaud, par contre, c'est pas un pseudo. Bon, Reynaud, il y a un E, il n'y a pas un A, c'est pas grave. Mais voilà. Et donc, j'expliquerai après, sur ma partie, comment je suis arrivé un petit peu à tout ça. Voilà. Mais je te laisse... continuer. D'accord, ok. Bon, donc, je vais continuer. Alors, je vais vous parler du FRIL. Le FRIL, on va voir que c'est l'énergie de l'éther. Et donc, avant de vous parler du FRIL, je vais commencer par vous parler de l'éther. Et donc, mes recherches pour comprendre le phénomène OVNI m'ont amené à découvrir que notre physique est totalement fausse. En fait, aujourd'hui, la physique ou les scientifiques disent tous ceux qui voient un ovni ou qui voient ça, ce sont des hallucinations parce que la physique est incapable d'expliquer ça. Il y a d'autres phénomènes inexpliqués par la science officielle, tout ce qui est lié justement aux magnétiseurs ou aux soins par le magnétisme. Aujourd'hui, la science officielle dit non, c'est n'importe quoi. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont inexpliquées. Et ce que j'ai découvert, en fait, c'est que en cherchant à comprendre ce phénomène OVNI, j'en suis venu à étudier les travaux de Nikola Tesla. C'est en réétudiant les travaux de Nikola Tesla que j'ai compris que depuis Einstein, notre physique est fausse. Alors même si elle arrive à des résultats qui paraissent corrects, tout a été inversé. Ce que j'ai découvert, c'est que les hypothèses qu'a utilisées Einstein, qui amènent à sa théorie de la relativité générale, paraissent bonnes. La science officielle dit il arrive à prédire plein de choses qui se vérifient. La théorie de la relativité générale est vérifiée de plein de manières différentes. Donc, comme les prédictions sont bonnes, la théorie est bonne. On va voir que c'est tout le contraire. Il faut tout inverser, mais ça permet de retrouver les mêmes équations. Et donc, c'est exactement comme par exemple, à l'époque de Copernic, Galilée, la physique de l'époque disait c'est un système géocentrique où la Terre est au centre de l'univers, les étoiles, le Soleil tournent autour de la Terre. Et la science de l'époque disait
eh bien, notre science est bonne parce qu'on arrive à prédire on arrive à prédire les éclipses, etc. Mais la science était fausse. La Terre n'est pas au centre de l'univers. Là, c'était au moins le Soleil qui est au centre du système solaire. Bon. Et donc, dans la relativité générale, eh bien, Einstein dit l'éther n'existe pas, le vide est vide. La gravité est due à la courbure de l'espace et la vitesse de la lumière est constante. Et il faut prendre tout le contraire, et on va revenir à une physique qui devient compréhensible. C'est-à-dire que la physique réelle, le vide n'est pas vide, le vide est rempli d'éther, et c'est la brique de l'univers qui permet, donc une particule, il faut comprendre qu'une particule, c'est un vortex d'éther. La physique officielle ne sait pas expliquer ce que c'est une particule, et c'est tout simplement un vortex d'éther. La lumière, les ondes électromagnétiques, c'est juste une onde dans l'éther, et l'énergie, ce qu'on appelle, il y a une forme d'énergie aujourd'hui qu'on va découvrir qui s'appelle le frill. Eh bien, c'est de l'éther en mouvement et qui peut aussi être, alors ça peut être soit de l'éther en mouvement, soit c'est de la pression qui est de l'énergie potentielle. Et la gravité, la physique officielle n'explique pas ce que c'est la gravité. Eh bien, ce qu'on comprend, ce que j'ai compris, ce que Tesla avait trouvé aussi, c'est que la gravité, c'est du vent d'éther qui est accéléré et qui est aspiré par la Terre. Et c'est ça la gravité. Donc il n'y a pas de courbure, ou la courbure que Einstein imaginait, la courbure de l'espace, c'est une modification de pression. Et la vitesse de la lumière que Einstein pense constante, comme la physique officielle considère aujourd'hui, eh bien, on démontre, on comprend que cette vitesse de la lumière est variable, mais avec ces hypothèses, on retrouve les équations de la relativité générale. Je travaille avec un prof de mécanique des fluides qui est spécialisé en relativité générale. Il a sorti un certain nombre de papiers depuis quelques mois, et il retrouve les équations de la relativité générale avec ces hypothèses. Et dans ces hypothèses aussi, donc l'éther est aspiré par la matière. Et là, ce qu'on comprend, en fait, la grosse question, c'était qu'est-ce que devient l'éther quand il converge vers une planète? Cet éther se transforme en ondes. Ce sont des ondes sphériques, des ondes de compression, et qui après vont se transformer en frill. Donc ça sera l'étape suivante. Mais l'éther, donc dans la partie gauche, l'éther est aspiré par la matière, par une planète, c'est ça la gravitation. Et donc comme ça converge, ça doit accélérer, ça accélère jusqu'au centre de la planète, et ça se transforme en ondes de compression, donc ce qu'on appelle aussi des ondes scalaires. Et on comprend aussi la vraie signification de la masse. La masse, qui n'est pas bien expliqué aujourd'hui par la physique, où on nous parle de boson de Higgs, et ça c'est n'importe quoi aussi. La masse, c'est le frottement d'une particule dans le vide sur l'éther. La masse, il faut comprendre que c'est comme le coefficient aérodynamique d'une particule dans l'éther. C'est quelque chose qui est connu en fait en mécanique des fluides. C'est vraiment un résultat très classique de mécanique des fluides. Et donc la masse, c'est que quand une particule cherche à accélérer dans l'éther, eh bien il y a un frottement qui se crée, et ça donne cette notion de résistance, et c'est ça qu'on appelle la masse. Et alors une fois qu'on a compris ça, on comprend ce que c'est, comment faire de l'antigravité, on comprend comment volent ces engins. Quelle est la physique qui est utilisée? Parce que ça devient tout simple. Ça s'explique en un slide. Donc, comment vole un engin? Comment vole un de ces engins? Donc ça va nous amener après donc, à la physique du frill. Eh bien, une fois qu'on a compris ces notions d'éther, cette notion de gravité qui est un vent d'éther qui descend, qui est aspiré par la planète, par la Terre, par le Soleil, eh bien, ces engins qui utilisent la bonne physique, ou ces civilisations qui savent arriver jusqu'à nous, eh bien, ces engins, ils vont chercher à contrer, donc pour ne pas tomber au sol, et donc il faut réussir à contrer le poids. Et pour contrer le poids, eh bien, il faut annuler la gravité ou se protéger du vent d'éther qui descend. Et donc là, ils vont créer une bulle, un vortex, ils vont créer leur propre vortex d'éther. Donc là, ils vont s'isoler de ce vent d'éther. C'est comme un tourbillon dans un fleuve. S'il y a un tourbillon, eh bien, l'eau du fleuve ou de la rivière va contourner le tourbillon. Là, la gravité fait pareil. Alors, je suis désolé, je dois aller un peu vite parce que le timing est serré. Et une fois que cet engin
à créer ce tourbillon. Il s'isole de la gravité, il flotte, et après, il va envoyer des impulsions électromagnétiques dans le vide, et là, il va se propulser. Et une fois qu'on a compris ces deux principes, eh ben, on a compris, en gros, le principe de base de ces engins. Et c'est ça qui m'a amené, c'est cette compréhension qui m'a amené à être en contact avec une personne qui est très importante dans le phénomène de divulgation du phénomène OVNI qui est en cours, une Française qui s'appelle Elena Danaan. Et en particulier grâce à ce livre, Ici nous serons toujours là, qui était sorti en 2021 ou 22. Et 2021, et j'étais passé sur Nurea TV quelques jours, une semaine après la sortie de ce livre, et dans ce livre, il y a des explications techniques, une annexe technique qui explique comment volent ces engins et qui recoupait exactement mes théories. Donc, elle était contente de trouver quelqu'un qui apportait des explications scientifiques à ces théories. Et moi, j'étais content de trouver quelqu'un qui aussi apportait des informations, qui corroborait mes informations ou mes idées. Et donc cette personne, Elena Danaan, elle affirme être en contact avec des races avancées, en particulier grâce à un implant qu'elle a eu quand elle était jeune, et qui a été mis par des races négatives. Elle a été récupérée, sauvée, et ils ont reprogrammé son implant. Et donc c'est une autre race qui s'appelle, c'est maintenant qui dépend d'une fédération qui s'appelle la Fédération Galactique. Donc tout ça, ça paraît incroyable. Et c'est pas le sujet de la conférence aujourd'hui, donc je suis obligé d'aller vite. C'est des choses qu'on développe lors des événements type Rencontre Galactique. Mais donc, Elena Danaan, elle est en contact permanent avec cette race avancée. Et en particulier, cette race avancée a décidé de nous faire un transfert de technologie, de nous divulguer la technologie avancée, en particulier la technologie Atlante, de l'époque de l'Atlantide, des pyramides, qui s'appuie aussi donc, sur la technologie des cristaux. Et donc Elena Danaan, elle est à droite sur la photo. Et il y a une autre personne importante dans cette histoire, c'est un Américain qui s'appelle Dan Willis. Et Dan Willis Dan Willis a été un des témoins importants. Il y a eu en 2001 une conférence qui s'appelle le Disclosure Project, qui était aussi dédiée au phénomène OVNI. Et il y avait 21 témoins militaires qui participaient à cette conférence, qui a eu lieu à Washington. Et Dan Willis était justement l'un des témoins, au milieu sur la photo à droite au milieu. Et Dan Willis, après, a travaillé avec un inventeur américain qui s'appelle Marcel Vogel. Et Marcel Vogel est l'inventeur du disque dur chez IBM. C'est quelqu'un de service de recherche très important chez IBM. C'est lui qui a inventé le disque dur, qui a inventé les cristaux liquides. Et quand il a quitté IBM, il s'est intéressé justement à la technologie des cristaux. Alors lui aussi, il a eu des informations par télépathie, où il recevait des informations par des moyens non conventionnels. Et il a découvert que ces cristaux de quartz, quand ils sont taillés d'une certaine façon précise, ont des propriétés pour des soins, et ils sont capables d'interagir avec la conscience. Donc il a découvert tout ça. Et alors tout ça, c'est expliqué aussi sur le site qui s'appelle marcelvogel.org. Et Dan Willis, justement, lui a travaillé pendant 10-15 ans avec Marcel Vogel sur ces cristaux. Donc là, on voit Marcel Vogel qui fait une séance de soins en programmant un cristal, en envoyant une intention de soin dans le cristal par la conscience, et après, il va projeter cette intention sur la personne. Et Elena Danaan, je vais revenir à ce slide-là. Donc Elena Danaan a pu être en contact avec Dan Willis, qui était maintenant un des experts des travaux de Marcel Vogel, d'un côté. Et puis Elena Danaan est en contact, je vous disais, avec des civilisations avancées.
et au moins donc, une personne qui s'appelle Thor-Han, qui est l'un des commandants de la Fédération, et son frère est un scientifique, un jeune scientifique qui s'appelle Jenan Iridion, et lui a été autorisé à nous transférer, donc ça paraît complètement fou, il a été autorisé à nous transférer des informations sur cette technologie à base de cristaux. Et ce qui paraît incroyable. Et je me suis retrouvé comme par hasard, je passais par là et je me suis retrouvé à travailler avec Elena Danaan et Dan Willis à travailler, à poser des questions à ce Jenan, donc par écrit. Et en fait, c'est Elena Danaan qui nous sert de secrétaire, en gros. Bon, c'est Elena Danaan, notre secrétaire, qui transmet les informations, qui collecte les informations et qui nous renvoie les réponses de Jenan. Donc ça paraît complètement fou. Mais après, mon travail, c'est de chercher à utiliser ces informations et de démontrer que ce ne sont pas des élucubrations et que Elena Danaan ne sort pas ça de son chapeau, que ce sont des vraies informations qu'on reçoit d'une civilisation avancée et qu'il y a vraiment des informations de très très haut niveau scientifique. Et donc là, on cherche à démontrer, à la fois sur la base théorique et puis pratique, l'exactitude de ces informations. Et donc, ce que nous a expliqué Jenan, c'est que, l'énergie, donc la gravitation, je vous disais que la gravitation se transforme en ondes scalaires, et les ondes scalaires, après, vont interférer pour générer une énergie qui s'appelle le frill. Et cette fameuse énergie, c'est l'énergie des magnétiseurs, c'est l'énergie qui soigne, c'est l'énergie qui fait pousser les plantes, c'est en fait l'énergie de l'univers, et c'est l'énergie que les civilisations avancées utilisent, même pour charger leurs vaisseaux. Donc, eux, ils n'utilisent pas l'électricité, eux, ils utilisent la base de leur énergie, c'est le frill. Et donc maintenant, il faut comprendre comment ça se capte, comment ça s'utilise. Et là, ils nous ont donné les plans de ce qu'on appelle un générateur de frill. Donc le générateur de frill, donc ce frill, il est présent dans l'énergie, dans ce qui vient du soleil, dans le vent, etc. Donc il y a du frill dans l'air. Et donc je vous dis, c'est ça qui fait pousser les plantes, et qui nourrit, c'est toute l'énergie vitale. Mais là, donc, c'est pour recréer artificiellement cette énergie. Et donc là, il nous a donné les plans où il faut un cristal taillé justement comme l'avait trouvé Marcel Vogel dans les années 80. Et il faut utiliser, alors tout à l'heure, alors ça c'est très complémentaire des travaux qui ont été exposés par Jean-Jacques Dubosc tout à l'heure, parce qu'il faut utiliser un fil d'argent, un fil de cuivre, et il faut bobiner, en fait, il va falloir bobiner autour du cristal de quartz une bobine d'argent, une bobine de cuivre, envoyer des impulsions dans chaque bobine à une fréquence très précise de 4096 Hz, et une fois que ces impulsions soient très courtes, donc juste des pics, et puis soient décalées d'une demi-période entre les deux bobines. Et normalement, ce dispositif, ensuite, diffuse cette énergie qu'on appelle le frill. Alors, il nous a donné des informations, mais il ne veut pas trop rentrer dans le détail, où après, il y a encore un certain nombre de points qui ne sont pas très précis, où c'est à nous de chercher les bons réglages. Et ce qu'il nous dit aussi, c'est qu'un appareil comme ça, la conscience de l'utilisateur, la conscience de celui qui fait le cristal, ce sont des points importants. La conscience de celui qui utilise le générateur intervient dans l'activation de ce frill. Donc, on est encore à tenter de trouver des manières de mesurer le frill pour savoir déjà si nos appareils sont bien réglés ou pas. Ou est-ce que c'est comme un violon qu'il faut ajuster précisément? Je pense que oui, il faut chercher à atteindre un point de résonance avec l'univers. Donc on a encore un certain nombre de points importants sur lesquels on cherche, on a besoin de trouver les bons réglages. Et
il faudrait réussir à mesurer l'effet. Donc, il y a toute une problématique aujourd'hui, c'est arrive-t-on à mesurer le frill ou à trouver une méthode pour détecter que ça marche. Et donc, ce fameux frill, qu'est-ce que c'est ou comment moi je me le représente? Moi, je me le représente comme ça, en fait, parce qu'on demandait à Jenan, mais c'est quoi le frill? Parce qu'on voulait savoir. Et bon, il nous dit que c'est une énergie qui est créée à partir des ondes de gravité qui sont dans l'éther. Et donc, c'est créé à partir de ces ondes scalaires. Donc, les ondes de gravité vont créer les ondes scalaires et les ondes scalaires vont créer le frill. Et ce que j'ai découvert, c'est que les ondes scalaires, effectivement, quand elles interfèrent entre elles, ça va créer, au point de croisement des ondes scalaires, ça va créer deux vortex contrarotatifs. Et donc, ces deux vortex contrarotatifs vont s'enrouler l'un autour de l'autre. C'est comme ça que je me l'interprète. Et donc, c'est une manière de concentrer de l'énergie. Donc cette énergie va être concentrée sur ces deux vortex. Donc moi, c'est ma représentation du frill. Donc ça, on retrouve le caducée de la médecine. Donc ce sont des choses qui apparemment étaient connues dans des temps anciens, mais qui ont été mises sous le tapis ou bien cachées maintenant aux générations modernes. Voilà. Alors donc là, toute la question maintenant, c'est comment on arrive à détecter ce frill pour montrer que ça marche. Alors, d'après les informations qu'on a reçues de Jenan, c'est détectable par des appareils de biophotonique. C'est en théorie détectable par des appareils d'interférométrie laser. Et puis, il y avait aussi une possibilité où vous pourriez essayer de détecter des modifications du temps, donc du temps qui passe. Donc moi, j'ai essayé l'interférométrie laser. Pour l'instant, c'est compliqué parce qu'en fait, un laser bon marché n'est pas adapté à ça. Il faut des lasers spéciaux. Donc j'ai encore des manips à faire pour tenter quelque chose avec des lasers pour arriver à essayer de démontrer cette existence du frill. Maintenant, je fais aussi des tests, ou je commence des tests pour essayer de démontrer ou trouver est-ce que ce générateur, on arriverait à modifier l'écoulement du temps à la périphérie ou à proximité du générateur. Donc c'est plutôt ça qui m'occupe actuellement, pour essayer de montrer que ce générateur modifie le temps. Et Cédric, lui, dispose d'appareils de biophotonique, et donc c'est ça qui va vous expliquer maintenant. Voilà, je vous remercie. On est bon? Yes. Donc, je vais vous parler du générateur de frill. Voilà. Donc, ça va être dans la continuité. Chris vous a parlé de comment c'est arrivé. Il nous a parlé un petit peu d'éther. Voilà. Alors, le générateur de frill, toc là. Voilà. Alors, tout d'abord, je vais expliquer que je prendrai un petit moment pour parler un petit peu de comment je suis arrivé là. Donc, c'est vrai que venant d'une culture, on va dire, plutôt scientifique, j'allais pas forcément arriver ici. Mais bon, forcément, voilà, on se sent happé par les choses et finalement, par les recherches qu'on fait, on se retrouve un petit peu, on a l'impression que c'est malgré soi, mais voilà, on s'y retrouve. Donc, après m'être intéressé, on va dire, à des choses, on va dire, assez classiques, ça fait 7 ans, 8 ans que je m'intéressais aux fréquences, aux énergies, à la vitalité. Et en fait, j'aimais beaucoup refaire les choses, rétro-ingénierer. Bon, j'ai commencé par rétro-ingénierer un zapper avec des éléments du marché. Et puis après, j'ai découvert l'existence des ondes scalaires, donc en 2018. Bon, à cette époque-là, donc je me suis intéressé aux travaux de Nikola Tesla, de Constantin Meil, qui est quelqu'un qui est un Allemand, qui travaille depuis 25 ans sur les ondes scalaires. Et en fait, il a développé un dispositif qui est basé sur un brevet de Tesla, qu'on voit ici. Donc, c'est un brevet qui date de 1900. Et c'est un appareil à ondes scalaires avec un émetteur, un récepteur. Et donc, il y a beaucoup de littérature, de documents, de livres. Il a écrit pas mal de choses là-dessus, avec une science assez ouverte. Du coup,
j'ai reproduit son émetteur-récepteur à ondes scalaires. Je trouvais ça assez génial. Et je me suis dit, mais pour communiquer... Alors, en fait, moi, je suis assez versé sur l'open source, vu que j'ai travaillé 20 ans dans une agence digitale que j'ai cofondée. Donc, du coup, j'étais persuadé que l'open source, il fallait pouvoir l'utiliser aussi sur le produit pour pouvoir diffuser la connaissance. Et du coup, je me suis dit, mais c'est un super moyen de faire connaître les ondes scalaires. Donc, j'avais très envie de le diffuser en open source. Donc, j'ai contacté Constantin Meil. À l'époque, j'étais sur Montpellier. Il se trouve qu'il était aussi sur Montpellier. Donc, on a eu la chance de se rencontrer. J'ai amené la machine, etc. Il a vu effectivement que ça marchait bien. Je dis, mais moi, j'aimerais bien pouvoir diffuser en open source votre projet. Est-ce que vous êtes d'accord? Elle me dit, écoutez, oui, vous pouvez le faire, parce que là, en fait, ce que vous avez reproduit, c'est vraiment le brevet de Tesla. Lui, après, il a développé une machine pour les soins où il apporte une modulation. Il a déposé des brevets dessus, mais moi, je ne fais pas de modulation avec ça. Donc, ça reste... il m'a dit, oui, il n'y a aucun problème. Donc, j'étais ravi de pouvoir... on va dire apporter ma pierre un petit peu à l'édifice de la connaissance. Pour expliquer très rapidement une machine à ondes scalaires, on a un émetteur, on a un récepteur, on va brancher ça à un générateur d'impulsion. Et en fait, le générateur d'impulsion est branché sur un émetteur et le récepteur, il est branché avec un seul fil. Et en fait, on va arriver, quand on va les synchroniser un petit peu comme une radio, et ben on va avoir une ampoule qui va s'allumer. Bon, elle s'allume ici et ici. Et en fait, lorsqu'elle va s'allumer, c'est qu'on a un transfert d'énergie. Voilà. Donc à l'époque, j'étais ravi d'avoir fait ça. Et le temps passe, et c'est là où je tombe sur le projet du générateur de Friel. Donc le générateur de Friel, c'est un projet qui est open source. Donc déjà, ça m'a parlé. Je me suis dit, super, toutes les recherches sont partagées, les pièces pour le fabriquer sont partagées. On va dire, c'est un bon point. Voilà, ça me parle. Donc le projet a commencé en avril 2022 et il faut savoir que les échanges avec Genan sont publics. Donc vous avez sur le site marcelvogel.org, vous avez un PDF, aujourd'hui il fait 230 pages, et ça va relater tous les échanges qu'il y a. Donc il y a des échanges à peu près tous les 1 à 2 mois, parfois 3 mois. Et en fait tout est indiqué, à chaque fois c'est mis à jour. Voilà, donc c'est en anglais, hein, donc il faut prendre le temps. Bon, maintenant avec les outils, on arrive assez facilement à traduire. Donc quand j'ai découvert ça début 2024, non c'est plutôt... C'était décembre 2023. J'ai trouvé ça assez génial. J'ai passé des nuits blanches pour engloutir toutes les pages. Bon, à l'époque, il y en avait un petit peu moins. Et j'ai refait un modèle. C'est-à-dire que ça, c'est la révision qu'on a 2023 sur le site marcelvogel.org. Et j'ai amélioré ce dispositif. Donc là, c'est ce qu'on a à droite. C'est la toute première version que j'ai faite. J'ai fait des systèmes avec des connecteurs pour le brancher au générateur, parce que l'autre version, il fallait des pinces crocodiles. J'ai fait un système où en fait on peut enlever le cône, mettre le cristal. Enfin voilà, je l'ai rendu, on va dire, un petit peu pratique. Et puis j'ai amélioré son design. Et après avoir conçu ça, j'ai pris quelques semaines pour le faire. J'ai tout de suite contacté Dan Willis. Donc Dan Willis, on peut le contacter très facilement. Son adresse mail est accessible sur son site. Et je dis, voilà, j'ai fait ce produit, j'aimerais bien participer, partager, etc. Et du coup, il a accepté. Et en fait, depuis, petit à petit, je me suis intégré à l'équipe scientifique pour étudier le Friel. Voilà. Donc au niveau de l'équipe scientifique, les piliers, c'est évidemment Dan Willis, qu'on voit ici à droite, on l'a vu tout à l'heure un petit peu mieux. On a Chris, que vous venez de voir tout à l'heure, et on a également Kent Noonan, qui est ici, qui est un électronicien. Donc tous les deux sont américains. Et il y a également d'autres personnes qui sont en France, en Suisse, etc. Donc il y a une équipe qui grossit. Et donc, le hasard des choses faisant que, mais comme on dit, il n'y a pas de hasard, Michel Pipineau m'a contacté, c'était en octobre 2024, et il m'a dit, c'est super ce que tu fais, etc. J'aimerais faire une vidéo, etc., qu'on en parle, une vidéo que vous avez peut-être vue.
Donc on a fait cette vidéo et on s'est dit bon, on va monter un groupe Telegram. Donc vous pouvez retrouver facilement le lien du groupe Telegram. Là je vous ai mis c'est un lien rapide, hein, mais vous pouvez le retrouver assez facilement ce lien. Aujourd'hui il y a un groupe Telegram de 250 personnes qui est très actif. Le but c'est de la partage de connaissances. C'est que vraiment on puisse tous partager, diffuser une information. Il y en a des gens qui sont très avancés, d'autres beaucoup moins. Et il n'y a pas de, on va dire, tout est fait dans la bienveillance. Il n'y a pas de modération dure. Voilà, enfin, c'est assez chouette. Et à côté de ça, eh bien, nous avons un groupe de passionnés d'électroniciens qui travaillent sur un générateur de fréquences. Mais je vais en parler juste après. Voilà. Donc voilà sur le début du projet. Alors, le générateur de Friel, qu'est-ce qu'il y a dans un générateur de Friel? Il y a plusieurs éléments. En gros, il y a 4 éléments clés. Le tout premier, ça va être le cristal. Donc, le cristal taillé à la taille Vogel-Hérédion, on trouve assez facilement un cristal Vogel, vu que ça existe depuis les années 80. Il faut savoir que le cristal Vogel-Hérédion, il a la particularité d'avoir vraiment ses pointes, la pointe féminine ici à 52 degrés et la pointe masculine à 60 degrés. Et c'est un cristal qui a 6 faces et qui est taillé dans le sens de la pouce du cristal. Voilà. Donc ça, c'est quand même qui est vraiment important. Je le montrerai tout à l'heure. Alors, aujourd'hui, il y a quelques tailleurs aux États-Unis, en particulier un qui va faire des cristaux dans cette géométrie-là. Mais c'est vrai que pour avoir un générateur de Friel, il faut essayer vraiment de travailler, enfin d'avoir le bon cristal. Le voici. L'autre élément, c'est ce que j'ai appelé le cône de stimulation. En fait, on a un système de double bobine. Donc, tout à l'heure, on a vu la coupe dans le schéma de Chris. On a donc une double bobine en argent pur et en cuivre. Donc, chaque bobine tourne dans un sens différent, lévogire, dextrogire. Et donc, c'est une bobine qui va stimuler le cristal. Ce qui est très important, c'est qu'il faut que cette bobine soit le plus près possible du cristal sans le toucher. En fait, l'idée, c'est que le cristal puisse vibrer. Donc, il va être posé en équilibre sur son support ici. Et la bobine autour va venir l'habiller et le stimuler. Le support de cristal, alors j'ai fait pas mal de versions de support. Ça, c'est une version, on va dire, qui est assez universelle par rapport à différentes tailles de cristal. Voilà, donc l'idée, c'est de le poser ici et c'est quelque chose qui est assez stable. Et donc, on va retrouver après c'est lié à la géométrie sacrée, vu qu'on retrouve c'est basé sur la pyramide de Gizeh qui est à 52 degrés. D'ailleurs, ça c'est quelque chose qui est je trouvais absolument génial, c'est que il se trouve qu'un cristal naturel, quand il pousse, il a toujours un angle de 52 degrés. C'est quelque chose qui est naturel. Voilà. Et c'est vrai que il y a quelque temps, j'ai acheté un cristal naturel, non taillé, et je l'ai mesuré. Je me dis, purée, mais c'est fou, quoi. Hein. Voilà. Donc c'est pas une valeur, voilà, qui est jetée comme ça. Le quatrième élément, c'est le générateur d'impulsion. Autant on a plutôt bien avancé sur le générateur de Friel, sur le cône de stimulation et le cône, qui n'est pas quelque chose de très très critique. Mais le générateur d'impulsion, là, c'est un générateur du commerce. Jenan recommande de stimuler le cristal au moins à 20 volts. Au moins, mais 10, 60, ce serait mieux. Le problème, c'est que les générateurs d'impulsion du marché, ils ne vont pas plus loin que 20 volts. Et donc, si on veut aller au-delà, il faut en concevoir un, parce qu'il faut avoir quelque chose qui soit assez précis. Et les générateurs du marché ne le sont pas. Donc voilà les 4 éléments. Alors, au niveau des prototypes développés, comment ça avance en ce moment? Voilà où on en est. On va dire, on a 3 possibilités. Soit vous êtes bricoleur, vous avez envie d'apprendre par vous-même. Moi, ce que je vous conseille, c'est la partie open source. Donc là, on va pouvoir retrouver et le modèle initial sur marcelvogel.org. Donc on retrouve les fichiers qui sont en partage.
À ce moment-là, on prend les fichiers. Si on a une imprimante 3D, on le fabrique. Sinon, on peut retrouver des services en ligne où on peut imprimer les pièces et faire l'abobinage, etc. Depuis que j'ai rejoint le projet, je partage également tous les éléments de la conception. Donc, on les retrouve ici, mais on les retrouve aussi ici. Donc, ces fichiers, je les partage sur mon site eolix.fr et Dan Willis, sur son site, il renvoie un lien vers le mien et moi vers lui. Voilà. Donc, on se fait des liens réciproques pour qu'on puisse trouver assez facilement les ressources. Donc, ça, c'est une première solution. Alors, évidemment, tout le monde n'a pas forcément envie d'y passer ce temps-là. Tout le monde n'a pas forcément l'âme d'un bricoleur. Donc, on peut également acheter des accessoires déjà prêts. Alors, déjà, le premier truc qu'on va devoir acheter, et là, tout le monde n'a pas le choix, c'est le cristal. Le cristal qu'on voit tout à l'heure, on vient de le montrer. Alors, on va dire le site un petit peu de référence, c'est crystallightandsound.com. Voilà, c'est un site, vous allez dans la partie les baguettes de cristal de Vogel et Rédion, et là, vous allez avoir toutes les tailles de cristaux. Un cristal, quand c'est plus grand, c'est plus cher. Et alors, il faut savoir que le cristal, c'est quelque chose qui c'est pas une pièce d'industrie, c'est-à-dire qu'il va être taillé en fonction de la matière qu'ils ont. C'est-à-dire que le cristal, il va pouvoir il n'aura pas forcément toujours la même taille. Et le problème, c'est comme il faut que le cristal il soit au plus près du cône. En fait, ce qu'il faut vraiment faire là-dedans, c'est il faut commencer, si on veut avoir un générateur de Friel, il faut commencer par acheter le cristal. Et puis après, l'idée, c'est de trouver le cône qui va bien. Alors là, ce que j'ai fait, donc au début, j'ai fait un petit cône ici que j'ai appelé M1, puis après, j'ai fait toute la collection. La semaine dernière, j'ai sorti le L2 qui correspond à large. Donc on a des cônes de plus en plus grands, et en fait, j'ai fait des systèmes de gabarits sur des feuilles de papier qu'on découpe un peu comme pour tester des bagues. Et là, on va tester le haut et le bas du cristal pour voir s'il passe. S'il passe, c'est bon, il est compatible. Sinon, il faut prendre la taille plus grande. Donc, on va pouvoir commander ou se fabriquer des cônes de stimulation suivant le cristal qu'on aura. Après, c'est pareil pour les socles. Il y a des petits socles et des grands socles, mais ce socle-là que j'ai appelé la version 3, c'est celui qui marche, on va dire, avec toutes les tailles de cristal. Voilà. Donc, ils sont faits en impression 3D, en résine. Donc, on les a ici en transparent et en opaque. Donc, en ce moment, j'ai des difficultés techniques à faire des transparents. Ça, c'est une des rares choses que je ne fais pas. Je les fais faire. Et donc, pour l'instant, je ne peux faire que des opaques. Voilà, il y en a qui sont présentés ici. Donc c'est très lisse, mais bon, c'est pas transparent. Voilà, on va pouvoir également, pour trouver où se trouve le vortex du cristal, j'ai fait un petit dispositif ici qui va permettre de trouver précisément le centre du cristal. En fait, il va être lié à la pointe ou deux pointes, et en fait, l'intersection des deux pointes va indiquer où se trouve le vortex. Là, on sera plutôt pour un autre usage du cristal. On n'aura pas le temps d'en parler ici, mais c'est un usage, on va dire, qui est plutôt sur du soin. Et donc, cet appareil, cette petite pièce-là, on peut la télécharger pour l'imprimer en 3D, mais on peut aussi déjà l'acheter toute faite. Une autre pièce, par contre, qui est très importante, c'est le nettoyeur de cristal qu'on retrouve ici. C'est un petit nettoyeur sonore qui fonctionne à 4096 Hz. C'est un appareil qui a été développé par Kent Noonan. Donc, je l'ai montré la photo tout à l'heure. On peut le retrouver chez Crystal Light and Sound. En fait, si on veut pouvoir faire un travail avec un cristal, eh bien, il va falloir le nettoyer auparavant. Et en fait, ça, c'est une méthode de nettoyage par le son à 4096 ça correspond également à ce que faisait Marcel Vogel, mais ce qui a également confirmé Jenan. Voilà, donc c'est vraiment une méthode qui est parfaite. Et enfin, troisième possibilité, si jamais je veux... on va dire, pas me casser la tête, entre guillemets, vous pouvez acheter un kit tout fait sur biores.fr. Voilà, donc par contre, il vous faudra quand même acheter votre cristal. Et en fait, après, vous pouvez configurer votre kit. Donc, les éléments, c'est moi qui les fais. Hein, voilà. Mais par contre, c'est Biores qui va proposer, qui va le vendre avec un générateur qui va déjà être programmé, avec déjà des câbles qui vont être faits pour l'occasion, etc. Donc, voilà. Et on a un truc qui est clé en main. Alors, voilà où on en est sur les prototypes
à l'heure actuelle, mais le projet n'est pas terminé parce que l'histoire est encore en train d'être écrite. Ça va être le futur. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec Dan Willis, parce qu'il a fait beaucoup de présentations sur le générateur de Friel, entre autres, et sur la divulgation, que je vous conseille vraiment de voir. Les applications possibles, donc il en a vu principalement 3. Enfin, je les ai regroupées dans trois possibilités. Une que j'ai appelée environnementale, c'est-à-dire qu'on va se mettre à côté du générateur de Friel et on va profiter de ce qui va rayonner. Donc ça, c'est bien si on est à côté. Il peut tourner, on va dire que ça va faire une espèce de bulle. Une autre possibilité, c'est de dynamiser de l'eau, un petit peu comme l'appareil de Jean-Jacques. Donc, on a un appareil, vous avez le générateur, et au-dessus, on va avoir une bouteille. Alors, ça, c'est un des membres du forum Telegram, du groupe Telegram, qui nous a partagé il est là ? Ah, super, bravo. bravo. Voilà, donc on voit un beau... Alors, je parlerai après de la partie laser, etc. Et donc là, on a une belle carafe d'eau qui est en train de stimuler. Une autre possibilité, donc ça, c'est un générateur qu'on a vu aux Rencontres Galactiques 2 l'année dernière, où en fait, on voit un générateur de Friel avec un tuyau, un petit serpentin. Au-dessus, on a une réception d'eau et en fait, on va avoir de l'eau qui va passer de haut en bas et quand elle arrive en bas, elle est chargée, elle est frilée. Donc ça, c'est un moyen, pourquoi pas, de boire de l'eau frilée. On la met dans sa gourde et après, on l'emmène avec soi et on va être exposé quand on veut. Une autre idée, c'est de l'utiliser pour la croissance des plantes, pour faire pousser les plantes. Donc là, on voit ici une photo de Dan Willis, où ça, c'est des expériences qu'il a fait, où on voit de l'herbe à chat, il me semble. Voilà. Et donc là, on a l'appareil qui est à côté, mais l'idée, ce serait de venir arroser de l'eau qui va être frilée. Donc ça, c'est des applications possibles qu'on pourrait faire dès maintenant pour utiliser le Friel pour soi. Quand on voit tout ça, on se dit, mais pourquoi ils ne nous donnent pas cette technologie ? Ils sont bien gentils, là, ils nous font jouer au jeu de piste, mais on aimerait bien quand même avoir cette techno tout de suite. Là, eux, ils ont de la chance, ils l'ont, et nous, on rame. Alors, il faut savoir que... il y a ce qui s'appelle une directive première qui est respectée par les êtres exogènes positifs. Et cette directive première va être de ne pas influencer les peuples qui sont moins technologiquement avancés. Il faut que chaque peuple avance à son rythme. Voilà. Si on va donner une technique qui est trop avancée à une civilisation, ça peut mal se passer. Voilà. Et en fait, cette technologie, l'idée, c'est qu'on puisse s'en servir, qu'on puisse apprendre à s'en servir. Donc, c'est l'idée des échanges avec Jenan, où en fait, au fur et à mesure, on pose des questions. Et en posant des questions, finalement, on va dessiner les plans et on va avancer. Voilà, c'est pas eux qui nous ont téléchargé le plan. C'est en fonction des questions qu'il y a eu que nous, on a dessiné, on a fait des plans, on a fait des 3D, on dit, mais est-ce que c'est comme ça ? Mais on a réfléchi maintenant, voilà. Donc, ce sont ces jeux de questions-réponses qui font qu'on va progresser. Et bon, pour l'instant, on n'est pas encore prêt pour un générateur d'énergie libre. Pour l'instant, on va l'utiliser pour une meilleure vitalité. Tant qu'on a une présence, on va dire, de l'état profond qui est là, on ne peut pas passer à l'énergie libre, mais lorsqu'on s'en sera débarrassé, donc on croise les doigts, on espère que ça va avancer. Enfin, le but, c'est qu'on y aille tous. Quand on se sera débarrassé de cette emprise, eh bien, on pourra après accéder à cette génération d'énergie libre, et là, à ce moment-là, on pourra avoir ces infos. Donc voilà, mais pour l'instant, on a de quoi faire déjà avec cette partie-là. Alors, voilà où on en est au niveau des recherches actuelles, vu que depuis 2022, ça cherche, et c'est vrai que depuis qu'on a créé le groupe Telegram, en fait, on est ravis parce il y a une vraie stimulation, au niveau des compétences. C'est génial au niveau de ceux qui testent, ceux qui émettent des hypothèses, voilà, c'est fantastique. On est en ce moment, donc le point clé, c'est la conception d'un nouveau générateur.
Chris travaille sur un générateur. Il y a également David qui travaille sur un générateur. Voilà, on pourra tout à l'heure, on lui donnera le micro pour qu'il en dise quelques mots. C'est vraiment en cours en ce moment. Voilà, donc l'idée, c'est un générateur. Enfin, je ne suis pas électronicien, donc je ne pourrais pas trop vous en parler, mais l'idée, c'est de pouvoir monter à des tensions plus élevées, voilà, et d'avoir quelque chose qui soit beaucoup plus précis. Donc ça, c'est une possibilité. Ça c'est une des pistes. L'autre piste, c'est l'intégration d'un laser dans le socle. Donc on l'a vu également dans l'appareil de Chris. On a également Michel qui en a fait un. Bon, le mien, il est éteint. Donc ça, c'est il y a eu un contact. Chris avait eu un contact avec Elena Danan et Una, une autre personne exogène, qui, lorsqu'il testait en direct les générateurs de frill, Una disait « Oh, mais il n'y a pas beaucoup de frill, c'est assez faible. » Et à ce moment-là, il y a Kent qui arrivait avec son laser, et il l'a mis sur le cristal, et elle a fait « Ah, là, c'est mieux !» Voilà, donc là on a une piste et il y a également des questions qui ont été posées à Jenan au niveau du laser. On n'a pas beaucoup d'infos, mais on sent que c'est quelque chose. Le frill en fait c'est de la lumière, donc en fait le fait de ramener une lumière cohérente, finalement ça a du sens comme ça, ça a du sens d'avancer dans cette direction-là. Donc, l'idée, c'est de travailler sur du laser, pourquoi pas intégrer dans un socle. Donc là, ça va faire évoluer le design, forcément. Et également, travailler sur un laser qui va être pulsé avec le générateur. C'est le cas du générateur de Chris, où on voit en fait que le générateur va faire pulser le laser. Oui, devant, là, j'ai un de mes générateurs qui est là, qui est allumé. Bon, qui est allumé. J'ai juste allumé la lumière. Là, il n'émet pas de frill. Il est en position off sur l'émission des bobines. Quand on l'allumera tout à l'heure, il y a peut-être des personnes qui sont très sensibles à ça et qui peuvent ressentir des choses agréables ou pas agréables. Donc, vous nous direz. Mais donc là, il est allumé juste la lumière, mais pas les bobines, avec 12 lasers par-dessous. Voilà. Voilà, donc on fera un petit essai tout à l'heure. Hop là. Alors, un autre point clé, et ça c'est un point clé qui est présent depuis assez longtemps dans le projet, c'est comment on mesure le frill. Parce qu'en fait, on a un beau projet, maintenant on arrive à l'allumer, mais en fait on ne sait pas si vraiment ça marche comme il faut. Donc, il y a un petit problème de texte. Donc, on a essayé de faire pas mal de mesures avec des instruments physiques, c'est-à-dire qu'on s'est dit, tiens, mais comme le cristal va le chanter, on va essayer de capter le son pour voir si on entend quelque chose. On n'a rien entendu. Comme normalement, lorsque ça va émettre du frill, en fait, ça devrait limiter la gravité. Donc, on devrait avoir un cristal qui devrait être plus léger. On n'a rien mesuré de tout ça. Il y a pas mal de mesures qui ont été faites avec les ondes électromagnétiques. On n'a rien vu. Donc, pour l'instant, ça reste assez décevant. Enfin, on n'avance pas trop. Au niveau des tests avec la germination, donc il y a déjà pas mal de tests qui ont été faits. Là, on voit un test c'est une photo de Dan Willis où en fait, on a de l'herbe à chat qui est exposée au frill. Ici, c'est l'herbe de contrôle. Et ça, c'est son chat, c'est Shambhala. Et donc, il se disait, normalement, l'herbe du frill, elle est meilleure. Donc, Shambhala, il va manger le frill, l'herbe qui est frillée. Pas de bol. Et en fait, le chat, il préférait l'herbe de contrôle. Et l'herbe frillée, elle poussait pas plus. Donc, ça a été assez décevant. Alors, il y a d'autres personnes qui ont fait des essais et on vous encourage au niveau du groupe à faire des essais aussi parce qu'il faut absolument multiplier ces essais, les documenter, prendre des photos, etc. et de voir si on arrive à montrer quelque chose ou pas. Alors moi j'avais fait un essai que je n'ai pas signalé là. C'était avec deux plants de menthe, deux pots de menthe. Il y a un an, et j'arrosais mon plant de menthe, les deux, l'un avec de l'eau frillée, l'autre avec de l'eau normale. Et puis un jour, celui avec l'eau frillée avait l'air légèrement mieux. Et puis un jour, je regarde, et puis là, je vois le pot normal, arrosé avec l'eau normale, il était intact. Et puis celui de gauche, qui était arrosé avec de l'eau frillée, il s'était fait entièrement bouffer par par je sais pas quoi, un papillon, des insectes, je sais pas quoi. Il restait plus que les tiges. Et donc, ça m'a dégoûté, j'ai arrêté. Mais donc, mon pot de menthe, il avait bien plu. Il s'était fait complètement bouffer.
Alors là, ça peut être une piste, mais là encore, il faut essayer. C'est pour ça que vraiment au niveau du groupe, et c'est pour ça qu'on a créé ce groupe avec Michel, c'est que vraiment que tout le monde, tous ceux qui puissent expérimenter, essayer, voilà, faites-le parce qu'on a absolument besoin on a besoin de tout le monde. Un point par contre qui montre qu'il se passe quelque chose, c'est le ressenti. Voilà, vraiment au niveau du ressenti, beaucoup de personnes qui sont sensitives ressentent quand on branche l'appareil. Donc on sent, voilà, il se passe quelque chose. Après, bon, le ressenti, on peut toujours, on va dire, critiquer, dire, bon, mais c'est dans la tête, etc. Bon, il y en a, et c'est plus que dans la tête et dans le corps. Mais voilà, en tout cas, on a vraiment... on a des choses qu'on voit au niveau du ressenti, d'autres personnes au niveau de leur amélioration de leur santé, des personnes qui avaient des soucis divers et autres, et ben en fait en étant à proximité pendant un certain temps avec les générateurs de Friel, et ben ils constataient qu'en fait ça allait mieux. Voilà, donc il y a également des choses qui ont été vues sur cette piste-là, voilà, sur la mesure de Friel. Alors sur cette partie-là, donc moi j'ai commencé à investiguer. Alors j'ai commencé l'année dernière en fait quand j'ai vu ce projet avec on va dire mes antécédents avec les ondes scalaires. À cette époque-là, j'avais déjà la machine, le BioL qu'on voit ici. Donc le BioL, c'est un appareil qui va mesurer les biophotons. Alors quand j'ai lu que Jenan disait, en fait la mesure du biophoton permet de voir le Friel, je me suis dit, mais alors là, j'ai tout ce qu'il faut. Allons-y. Alors c'est pas aussi facile que ça. C'est pas facile. J'ai écrit sur mon site, sur eolix.fr, un article l'année dernière où j'ai fait des premières mesures sur mon premier prototype. Là, je vais parler plutôt des choses récentes que j'ai faites. Donc ça, c'est très récent. Enfin, j'ai fait ces mesures il y a ces derniers mois. Au début, je me disais, mais le Friel, c'est quoi? C'est des ondes scalaires ou c'est... Bon, maintenant, on commence à savoir, ce sont les ondes scalaires qui génèrent le Friel. Bon, donc, on peut se dire que si on détecte des ondes scalaires, peut-être que le Friel n'est pas loin. La question, c'est de se dire, mais comment détecter les ondes scalaires? Et les ondes scalaires, en fait, c'est un peu comme le Friel. On n'a pas de machine pour les mesurer. Mais après avoir pas mal échangé avec la communauté des utilisateurs BioL, alors BioL, en gros, c'est un petit appareil. Beaucoup de thérapeutes aiment bien l'utiliser. En fait, on va mettre les doigts dedans et c'est un appareil à effet Kiryan qui va nous permettre de mesurer l'énergie vitale de la personne. Ça permet de mesurer son énergie globale et après, on peut découler plein d'informations par rapport à ce qui se passe sur les organes, les méridiens, etc., etc. C'est un outil plutôt d'analyse. Eh bien, il y a également, on peut l'utiliser en y mettant une petite antenne. Donc, on branche l'antenne à l'appareil et en fait, on appelle ça une caméra GDV. Enfin, l'appareil est appelé une caméra GDV et on va pouvoir mesurer ce qu'on appelle un niveau d'activité du lieu. Et il se trouve qu'il y a un paramètre qui est un paramètre de niveau d'activité de l'environnement qui va nous donner en gros la compatibilité à l'environnement. Compatibilité par rapport au vivant. Donc cet appareil, en fait, on va le faire tourner pendant une demi-heure et en fait, il va nous dire, si on est dans le jaune, l'activité est élevée, c'est plutôt pour une activité physique, le travail, on est plutôt dans un niveau de tension, de stress, et la valeur est entre 56 et 75. En gros, ça va de 0 à 100. Si on est dans le vert, c'est une activité normale, utilisation, sommeil, récupération de l'énergie, loisirs. Donc là, on est entre 40 et 55. Donc on est sur une valeur plus basse. Et si on descend encore, on est sur une faible activité, plutôt pour la méditation. On est dans le ralentissement du métabolisme. Et là, on est entre 26 et 40. Et là, en fait, ça, c'est un critère qui est par rapport à une analyse d'un lieu. Récemment, j'ai participé à un webinaire on va dire, d'information de l'équipe BioL et il parlait comment utiliser cette valeur, etc. Je leur ai dit, mais c'est super. Est-ce que vous l'avez utilisé pour mesurer l'énergie des machines à ondes scalaires? On dit, non, on n'a pas essayé, mais si vous voulez le faire, ce serait bien. Du coup, je l'ai fait. Alors, j'ai fait pas mal de mesures. J'ai fait 6 mesures en tout. Donc là, j'en parle j'ai fait un article sur mon site pour en parler. Je l'ai fait sur cette machine qu'on appelle le Spooky Scalar.
et un autre qui a un petit boîtier qui est beaucoup plus récent, Scalar, ça date de 2018. Halo, c'est un petit boîtier qui est sorti cette année. C'est un appareil portable d'ondes scalaires. Donc on peut envoyer en fait des programmes. On va avoir l'onde scalaire qui va générer une espèce de bulle sur la personne. On la met dans la poche. Et en fait, j'ai fait des mesures pendant une demi-heure pour voir en fait comment était la zone de contrôle où il n'y avait rien. Et ici, une demi-heure après, comment était le lieu. Et en fait, il se trouve que là, je suis à 70, là, je suis à 55. Donc, en fait, ce que je voyais systématiquement sur mes 6 mesures, à chaque fois, j'avais une baisse de ce critère-là, plus ou moins importante, mais j'avais quand même une baisse. Je me suis dit, mais ça, c'est pas mal, parce que du coup, ça me montre que la présence des ondes scalaires va avoir tendance à, en quelque sorte, apaiser le lieu. Et ça, c'est quelque chose où j'ai pu avoir une bonne répétabilité là-dessus. Mais je vais continuer les mesures pour essayer de voir. Mais déjà, sur les 6 mesures que j'ai faites, j'ai vu cette répétabilité. Du coup, je me suis dit, mais ça, c'est intéressant parce que ça va peut-être pouvoir nous aider à avoir pour le frill. Et donc, j'ai fait les mêmes mesures avec le générateur de frill. Alors là, je l'ai fait, c'était un petit peu plus compliqué parce que je l'ai fait sur 4 étapes. Donc, j'ai une zone de contrôle. Il n'y a rien. Une zone où j'ai juste le générateur qui tourne sans le cristal, parce que le point qui était compliqué, c'est comme le cône de stimulation, c'est une double bobine, on envoie des impulsions dedans, on va envoyer un rayonnement électromagnétique. Et ce rayonnement électromagnétique, on peut très bien se dire « Ah ah, j'ai trouvé du frill ». Mais en fait, si à la base, on n'a pas de cristal, normalement, on n'a pas de frill. Enfin, c'est... Voilà. J'ai voulu faire cette étape-là pour voir ce que ça disait. Une 3e étape où je mets le cristal dans la bobine et une dernière étape où là j'ai fait pour ma part un petit socle avec un laser. Alors, le laser il n'est pas pulsé, c'est un laser on va dire grand public, un 5 milliwatts qui va éclairer le cristal. Et en fait j'ai voulu voir sur ces 4 étapes qu'est-ce qui se passe. Alors j'ai fait 3 essais, alors à chaque fois c'est une demi-heure, c'est un petit peu long, donc ça fait des cycles de mesure qui sont assez fastidieux. Là ici on a le contrôle, systématiquement dans la zone de contrôle, on voit que là sur les 3 mesures que j'ai faites, on est entre presque 70 à 55. C'est-à-dire qu'en fait si je regarde sur l'échelle juste avant, on est dans le jaune. Voilà. On est sur une activité de zone de travail plutôt stressante, on est dans la tension. Et à partir du moment où déjà je vais allumer le générateur qui va être relié à la bobine, là j'ai une chute qui est importante. Et là au début je me suis dit c'est pas possible, j'ai fait une erreur parce que j'ai pas remis le cristal. Qu'est-ce qui se passe? Et après on voit quand même qu'on continue à avoir une baisse qui est intéressante, mais on a quand même une chute qui est importante. Du coup ça m'a fait dire que ça c'est une hypothèse. Le fait qu'on ait un système de double bobinage contre-rotatif, rien que ça devrait émettre des ondes scalaires, ça devrait faire quelque chose. Voilà, ça c'est mon hypothèse. En tout cas, je vois qu'il se passe quelque chose. J'ai fait plein d'autres mesures où en fait j'avais des trous, donc je ne les ai pas présentés. Là, j'ai présenté que les 3 mesures où j'avais les 4 étapes. Mais en tout cas, à chaque fois, j'avais cette chute qui était importante, qui indiquerait une génération d'ondes scalaires. Et donc à chaque fois, je fais une première étape, une demi-heure où il n'y a rien, une demi-heure où en fait on est dans cette étape-là. Une demi-heure après, je vais mettre le cristal. Donc je vois en fait, sauf pour la deuxième, mais à chaque fois, je vais avoir une amélioration au niveau du lieu. Et une dernière avec le cristal où ça s'améliore encore. Voilà. Donc du coup, je me suis dit, tiens, mais c'est chouette. Et en plus, ça montre qu'avec le laser, on a quand même un plus. Donc, a priori, je reviens en arrière. Donc ça, c'est les mesures que j'ai faites avec ce niveau d'activité. Là, j'ai fait d'autres mesures que j'avais faites l'année dernière pour mesurer en gros la diffusion de biophotons dans l'air en moyenne. Et j'avais fait ça l'année dernière, j'avais vu une augmentation. Et là, j'ai vu également qu'on voyait une augmentation à chacune des étapes. On voit qu'on a des biophotons qui sont dégagés. Voilà. Donc ça montre qu'il se passe quelque chose. Au final, sur la conclusion, ce projet est vraiment fantastique. Quand on rentre dans ce projet, on est heureux. Moi, je n'ai pas rencontré une personne qui
enfin, qui n'était pas exalté en travaillant là-dedans. Je sais pas, j'ai l'impression que ça nous rend tous dans un état qui est de joie, qui est incroyable. Ça nous permet d'aller plus loin. En électronique, enfin, avec nos niveaux de compétences, moi, je n'ai pas de super niveau, mais en tout cas, ça nous pousse à aller dans ce niveau-là. Dans la géométrie sacrée, dans la spiritualité et la conscience parce qu'elle est importante, il faut arriver à se lier avec son cristal, et enfin, à progresser au fond de nous-mêmes. Et en fait, on voit que je sais que Marc-Henri, je l'avais vu, je sais quand il a fait de nombreuses vidéos, et il a dit, mais toutes les personnes qui ont étudié l'eau, ça les a tous transformés, ça les a tous fait évoluer au niveau de leur conscience, au niveau de leur spiritualité, voilà. Et je trouve que ce produit, le générateur de frill, ça en suit le même chemin. Voilà, ça nous pousse, on va dire, au meilleur de nous-mêmes. Et en fait, malgré tout ça, on voit qu'il se passe quelque chose. Donc, on espère que ça va. Voilà, le chemin est encore en train de s'écrire. Enfin, l'histoire est en train de s'écrire encore. Pour l'instant, ça reste un état de prototype, donc on ne peut pas dire oui, c'est super, ça marche, mais voilà, vous pouvez participer, vous pouvez vous abonner au groupe Telegram pour ne serait-ce que suivre ce qui se passe. Pour suivre les recherches, vous avez donc Marcel, vous pouvez aller sur marcelvogel.org, également sur mon blog eolix.fr. /blog. Voilà, sur la boutique, donc j'ai ma boutique eolix.fr/boutique. Vous avez également sur Biores pour le kit qui est complet. Et donc, sur le mois de juillet, je propose 10% en coupon. Vous avez fréquence 2. Voilà. Merci à tout le monde. Et je ne sais pas s'il nous reste du temps pour les questions. Oui, il reste du temps, un petit peu de temps pour les questions-réponses. Donc, alors, juste avant de l'allumer, donc on va allumer un générateur de frill. Donc, je sais qu'il y a des personnes qui sont sensibles. Donc, c'est juste pour les prévenir. Donc, voilà, il va monter jusqu'à 20 volts et ensuite, vous allez nous dire si vous ressentez quelque chose ou pas. On a des personnes qui, je sais, sont sensibles et on a déjà fait l'expérience, elles sont au fond et je pense que même à cette distance-là, elles vont pouvoir le ressentir. Là, je l'ai allumé doucement à 20 volts parce que Jenan nous recommande d'y aller par palier pour ne pas choquer le cristal. Là, les générateurs que j'ai peuvent monter à 60 volts, mais il faut des paliers de plusieurs minutes pour pas prendre de risques sur le cristal. Donc là, j'y vais doucement à 20 volts. Donc s'il y a des personnes qui veulent s'approcher pour ressentir. On va en profiter donc pour ceux qui veulent venir voir le générateur. On va en profiter pour faire les questions-réponses. Ça met quelques minutes. Donc moi, mon générateur est éteint. Voilà, pour ne pas interférer avec ceux de Chris. Il n'y a que le laser qui est là. Donc pour les questions, levez la main. Bon, j'ai une question pour vous deux. Puisque le cône doit être au plus près du cristal, pourquoi est-ce qu'il n'est pas hexagonal ? Bonne question. En fait, s'il était hexagonal, ce serait encore plus compliqué. Pourquoi ? Parce que l'angle qu'on a au niveau d'un cristal, à chaque fois, il n'est pas le même. C'est-à-dire que l'inclinaison, suivant la taille du cristal brut, elle va varier. Donc, si jamais on était sur une forme qui était hexagonale, ça le rendrait encore plus restrictif au niveau de la compatibilité avec un cristal. Voilà. Donc le choix. Et puis également, il y a une autre idée, c'est pour l'enroulement, c'est beaucoup plus facile de l'enrouler sur un cône que sur une forme hexagonale qui va être... voilà. Donc c'est... effectivement, j'ai pensé, je pense qu'on y a à peu près tous pensé, mais c'est... voilà. Mais peut-être que sur les prochains, on essaiera. Il faudra que j'essaie, effectivement. Mais par contre, si je fais quelque chose, ça sera utilisable que pour très peu de cristaux. Voilà. Est-ce que vous avez la possibilité d'essayer avec des cristaux beaucoup plus gros et qu'est-ce que ça peut donner d'après vous ? Oui. Alors, au niveau de la taille des cristaux, le prototype que j'ai utilisé l'année dernière, c'était un petit cristal, enfin un cristal dit moyen. Là, le deuxième, c'est un cristal plus grand. En principe, un cristal qui va être plus grand aura une génération de frill plus importante. Voilà. Donc ça, c'est
C'est la théorie. En tout cas, c'est ce que nous a dit Jenan. Après, comme on en peine à mesurer le frill, on aurait du mal. Moi, d'après les mesures que j'ai fait en biophotonique, j'ai vu qu'on a un petit peu plus d'émissions de biophotons sur un cristal plus grand. Voilà. Mais voilà, après, ça reste à confirmer. Normalement, si c'est plus grand, il y a plus d'effet. Est-ce que vous savez quel type de cristal ils utilisent? Beaucoup plus gros Oui, eux ont des cristaux qui sont beaucoup, beaucoup plus gros. Il faut savoir que des cristaux comme ceux-ci, ce sont des cristaux assez chers. On est facilement au-dessus de 500 €. Et en fait, si on voulait avoir un cristal qui fait 50 cm, ça coûterait une fortune. Et d'ailleurs, ce n'est pas vendu. Voilà. Je pense que des exogènes qui vont utiliser ces cristaux pour l'énergie libre, ça va être des cristaux qui peuvent faire 1 mètre, qui peuvent être beaucoup plus grands. Voilà. Là, on est sur des tailles qui sont réduites, on est sur des tensions qui sont réduites, donc on ne va pas très loin. Voilà, ouais, on est plus limité. Oui. Oui, je disais, nous, on sera limité par rapport à la taille qu'on peut trouver, parce que des cristaux d'1 mètre, est-ce que c'est possible ici? Alors, il y a des endroits où on peut en trouver des très grands cristaux. Ils sont relativement rares, ils ne sont pas forcément aussi purs. Il faut pouvoir accéder à ces cristaux, il faut pouvoir après les tailler. Donc c'est une autre histoire, voilà. Mais il y a des endroits sur Terre où on peut en trouver. Mais c'est sûr que dans d'autres endroits, en dehors de la Terre, on doit certainement pouvoir trouver ce genre de choses-là, voilà. Alors, ouais. Je veux remercier, c'est une présentation qui est très intéressante et en effet vous êtes au début de grands parcours et vous allez, je pense, réussir. Et il y a 15 ans, j'ai rencontré un physicien ukrainien à Kiev. On m'a organisé le rendez-vous qui a créé le générateur d'énergie libre à la base de cristal de quartz. Son problème, il était en retraite, il n'avait pas de moyens financiers et en effet, le générateur, il ne pouvait pas faire la fréquence exacte. Il a cherché la fréquence de résonance du cristal de quartz dans le gisement de quartz en Ukraine, parce que dans chaque gisement, les cristaux ont la fréquence différente. Et c'était très intéressant. Il m'a expliqué tout, mais je ne suis pas physicien. Il m'a offert ces livres où il n'y a que des formules. Mais j'ai vu en réalité ce générateur. Dès qu'il a mis en marche, pour démarrer, il a fallu mettre 2-3 minutes dans la prise de courant. Et après, il mettait le fer à repasser. Et ça réchauffait le fer à repasser. C'était il y a 15 ans. Et c'était vraiment une énergie très, très positive. Parce que j'ai vu un autre générateur qui n'était pas comme ça. Voilà, merci. Et je pense qu'on peut avancer ensemble dans ce domaine. Merci. J'aimerais beaucoup voir ce générateur. Ça doit être vraiment, c'est très intéressant. Au niveau de la fréquence, Jenan nous a dit que c'est 4096 Hz. C'est la fréquence de l'eau et c'est la fréquence du cristal. Et c'est la fréquence de l'amour. Et en fait, c'est une fréquence, entre guillemets, un petit peu magique. Et c'est cette fréquence qu'il faut utiliser pour le cristal. C'est ce qui nous a fait remonter. Donc, après, on essaye, voilà. Mais on peut, mais il faut essayer autre chose. Il faut tout essayer. Mais en tout cas, après, moi, je pense qu'il faudrait aussi, pourquoi pas, sur ce même générateur, essayer d'autres fréquences qui auraient un intérêt. Et après, il y a un moment où on saura les mesurer, et de comparer et de voir ce qui se passe. Oui.